Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle invitée, Sally-Anne Moore, qui est la fondatrice et l'animatrice du salon Learning Technology France. J'ai la chance de l'avoir avec moi. On va pouvoir débriefer sur l'édition 2022 qui vient juste de se terminer. Sally-Anne, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Peut-être avant d'en venir à cette édition 2022, peut-être nous retracer votre parcours et nous dire ce qui vous intéresse dans l'exécutive éducation, dans la formation continue et tous les enjeux de formation à l'heure actuelle. Oh, merci beaucoup, Jean-François. Oui, bah, ça, c'est une bonne question parce que j'ai fondé le salon en 2000, mais ça, à la suite d'avoir eu une carrière comme directeur de formation. Et je dirigeais un grand groupe d'enseignants, environ 3000 enseignants en Europe, depuis un quartier général à Genève. Et on avait beaucoup de grands clients qui avaient aussi besoin de formation. Et dans les années 90, je cherchais des solutions pour dématérialiser tout ce qu'on faisait, parce que beaucoup de ce qu'on faisait, c'était formation utilisateur informatique ou professionnel informatique. Et on avait aussi des clients autour du monde. Et il s'est avéré que j'avais fait des projets, j'avais géré des projets e-learning tout au début, hein, tout dans les années 90, pour 2 millions d'apprenants. Donc, dans la totalité, j'ai appris énormément sur les projets qui marchent, les projets qui ne marchent pas. Et surtout, j'avais besoin d'outils. Alors, je me suis dit, bon, il doit y avoir un salon quelque part. Bon, figurez-vous, il n'y en avait pas. Donc, je l'ai créé. Et je l'ai créé à Paris parce que c'est une destination la plus belle. Donc, je me suis dit, on va le faire. Je voulais faire un salon européen. Mais j'ai très vite compris que les e-learning, c'est un peu comme la formation. Il y a des frontières. Il y a des frontières de langue. C'est très nationalisé. Et très vite, mon salon européen à Paris est devenu un salon franco, quoi. Mais c'est le meilleur salon que j'ai jamais lancé, je dois dire. D'accord, vous l'avez dit, vous l'avez lancé il y a 22 ans. Quelles Ouais, ont en été 2000. En les, les 2000, grandes ouais. les grandes étapes et qu'est-ce que vous avez constaté comme évolution? Alors, ce qui était très intéressant, c'est que à cette époque-là, vous avez des sociétés qui ont lancé des logiciels LMS et qui se faisaient capitaliser par les gens de Wall Street. Et il y avait énormément de hype à l'époque, hein. Et c'est partiellement parce que le PDG de Cisco à l'époque avait dit que l'éducation sera 10 fois plus consommateur de l'Internet que le email. Okay? Donc, il y avait énormément d'investissements. Il y avait énormément de sociétés un petit peu chanceuses qui m'ont contacté parce qu'ils étaient aux États-Unis, ils étaient au Canada, ils étaient en Asie. Et les investisseurs les avaient dit, il faut une présence globale. Il faut que vous faites le marketing global. Et moi, j'avais la chance d'avoir le seul salon en Europe à l'époque. Donc, la première édition était très drôle. Il y avait énormément d'LMS. Il y avait énormément de grosses plateformes qui coûtaient un blind. Hein. C'était pas donné dans ces jours-là. Propriétaires, beaucoup d'Américains. Et bien sûr, les choses ont évolué et le marché s'est auto-réglé. Et beaucoup de ces plateformes-là ont disparu en 2 ans. Hein. C'était classique start-up. Mais c'était des start-up ultra financées. Entre-temps, j'ai eu le plaisir de rencontrer certaines personnes qu'on connaît toujours aujourd'hui, hein, venues de Bretagne notamment, et qui m'ont demandé si je pourrais créer un pack pour les petits startups français. Est-ce que je pourrais faire un tout petit prix? Et en 2002, j'ai accueilli Cifadis, par exemple. Et plus tard, j'ai accueilli une petite boîte avec des frères Blachon qui s'appelait Upgraduate. Et je suis tellement fière, Jean-François, parce qu'ils ont tous grandi avec nous. Et si vous êtes venu sur le salon l'autre jour au Parc de Versailles, les stands qu'ils ont maintenant, c'est des villes. C'est des villes. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que l'industrie française, le secteur français, elle a apparu et elle avait une meilleure compréhension des besoins du marché français et ils ont réussi à faire leur place. Et effectivement, les Américains, ils se sont mis en retrait. Les Américains qui ont réussi dans le parti LMS sont ceux qui avaient installé un quartier général en France et qui ont fait des contenus en français et qui ont recruté une équipe pour gérer les comptes en France. Parce que le problème des Américains, c'est qu'ils pensaient qu'on peut fabriquer un logiciel une fois, imprimer 1000 CD-ROM et les jeter au-dessus du mur. En France, ça ne marcherait jamais. Jamais cette approche. Hein. Il faut toute l'équipe de déploiement, il faut la formation, il faut l'installation et il faut les contenus.
Alors, et au début, je me souviens, les premières années, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Mais là aussi, on s'est réveillé et tout d'un coup, 2003, 2004, on avait beaucoup de contenu français. Et ce qui est intéressant, si je regarde les chiffres du marché aujourd'hui, le contenu représente la majorité de l'achat. Et le LMS représente aujourd'hui seulement 12%. Donc, à mon époque de lancement, l'LMS, c'était peut-être 60% à cette époque. Hein. Alors aujourd'hui, l'LMS, ce n'est pas la grande priorité. Les contenus représentent environ 60-65%. Les services de projet et de consultance représentent la différence entre les deux choses. Et si on regarde les contenus, le contenu le plus fréquemment acheté, c'est les cours de langue. C'est l'apprentissage linguistique. Voilà. Et c'est des cours de langue qui sont achetés par des institutions, on va dire, d'éducation ou par des entreprises? Donc, moi, je traite que le parti, je traite que la formation adulte. Donc, je ne traite pas le K12, ni l'éducation nationale, l'école primaire, secondaire, etc. Donc, on a deux grands pôles d'achat. Un, c'est des entreprises, parce que c'est une arme compétitive. Et deuxièmement, c'est les 100 000 centres de formation professionnelle en France. Le chiffre pour les deux, je ne connais pas trop. Mais je sais que dans les contenus achetés par des grandes entreprises françaises, les cours de langue sont importants et souvent c'est l'anglais. Donc, si vous regardez les fournitures des cours linguistiques dans notre salon, je dirais qu'il y a une dizaine, 9 sur 10, ils sont vraiment dans l'anglais. Il y a des examens d'anglais, et le tutoring anglais, etc. D'accord. Comment alors vous évoquiez cette partie spécifique au marché domestique. Est-ce à dire que tout ce qui est e-learning, EdTech Co, ça ne peut que s'adresser à des marchés domestiques et que c'est difficile de l'internationaliser? On a eu ce phénomène, ça reflète un petit peu, parce que le e-learning, c'est quand même une extension de le marché de la formation. Et n'importe quel marché de formation, que ce soit en Angleterre, Allemagne, France, Belgique, etc., vous trouvez un phénomène que j'ai trouvé reflété dans notre industrie. Ce phénomène, c'est que, en général, c'est de caractère national. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'acteurs, et le plus grande part du marché, c'est peut-être 10%. Okay? Donc, c'est un marché qui est disperse, mais qui a une frontière qui est la langue. Donc, oui, il y a un certain caractère national. Donc, ça s'applique au contenu. Ça s'applique beaucoup moins, évidemment, aux outils de création de contenu et aux outils de diffusion de contenu. Ça c'est beaucoup plus international. Et quand on regarde, dans le salon, j'ai eu des personnages extraordinaires qui viennent du monde de Capital Venture. D'ailleurs, j'ai eu les deux plus grands. J'ai eu David Guérin de Bright Eye Ventures et Marie-Christine Levé du Capital. Les deux acteurs du marché. Oui. Et puis Jérôme Brouet, l'ange. Et si vous parlez avec ces trois personnages sur le startup aujourd'hui, et qu'est-ce qui sollicite les financements, il faut que l'offre soit vraiment globale, si possible. Voilà. Donc, pour le financement, il faut pouvoir offrir une solution qui est une application globale. Mais ce n'est pas l'histoire de notre industrie. C'est pas l'histoire de notre industrie. Au contraire. Alors, ça fait plusieurs années que je viens sur votre salon. C'est vrai, par rapport au contenu, je suis à chaque fois, surpris. Et c'est une vraie tendance. J'ai plus l'impression que les entreprises recherchent des stocks de contenu et sur lesquels ils vont pouvoir créer leur propre parcours de formation pour leurs collaborateurs. Oui. Et j'ai plusieurs exposants qui ont compris ça. Et ils offrent une espèce de service d'intégration. Et là, si on a regardé le sondage avec Donald Taylor qu'on a fait, d'abord le sentiment global et puis le sentiment en France, une des soucis des directeurs de formation, c'est la personnalisation. Donc ça, c'est important. Hein, la personnalisation et adapter les parcours de formation à des besoins très spécifiques. C'est ce qui est toujours un défi pour les chefs de formation, hein, c'est d'analyser les besoins de formation d'une façon vraiment taillée sur mesure, quoi. Et trop souvent, Jean-François, je vois les chefs de formation se promener avec un bloc-notes dans les départs. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Hein? Voilà, ça, et souvent les gens, notamment les informaticiens, parce que j'ai travaillé dans l'informatique beaucoup, ils disent, ah oui, on a besoin de plus de formation informatique. Mais si vous posez la question aux clients de quoi ils ont besoin, c'est peut-être comment rédiger une bonne proposition d'application, comment rédiger un manuel d'utilisation pour les utilisateurs, des choses comme ça.
D'accord. Donc, aussi, l'analyse de besoins de formation et personnaliser les parcours, c'est tout ce métier qu'on doit encore affiner. Hein. On n'est pas encore là. Et est-ce qu'il risque pas il manque pas une brique qui serait la brique certification et diplomation? Tout à fait, il y a ça aussi. Et ça va de pair. Ça va de pair. Parce que d'abord, pour les objectifs de formation, si on ne sait pas où on va arriver ailleurs. Et aussi, si on met des objectifs de formation, il faut que ça soit mesurable. Donc, oui, ça commence là. Et puis après, on fait la formation. Et puis, c'est très important pour moi de mesurer. D'ailleurs, dans les projets que j'ai gérés autour du monde, j'ai découvert que deux choses, en fait. Un, si vous mesurez quelque chose, vous allez l'obtenir parce que vous êtes en train de le mesurer. Ça s'appelle l'effet Hawthorne. C'est ce qui est très intéressant. Et deuxièmement, des expériences aux États-Unis où on a pu faire deux groupes d'étudiants. Un groupe suit les modules, le parcours, mais pas d'examen. Et l'autre ne font que les examens. Bon, les résultats sont nets. Les apprenants qui font beaucoup de tests et beaucoup d'examens apprennent beaucoup plus que ceux qui font les modules. Donc, si vous avez un budget limité et vous êtes un peu tiré par les deux côtés, moi, je privilégie les évaluations, les certifications et les mesures parce qu'avec la nature humaine comme c'est, et on est tous compétitifs, les gens travaillent pour passer l'examen. C'est une motivation interne, justement. C'est assez époustouflant de voir quand les chercheurs ont fait les expériences contrôlées avec un contrôle, c'est que, oui, évaluer quelque chose est aussi une forme de pédagogie. Vous voulez vous fâcher avec tous les profs du monde entier? Oui et non, parce que j'essaie de travailler avec les profs pour les aider à justement mettre en place, au départ, la notion activité. Parce que, alors, ça, c'est d'autres choses que j'ai trouvé en France, c'est qu'il y avait pas mal de confusion entre compétences et connaissances, et c'est ce qu'on va évaluer. Et comme je vous ai dit, alors, le problème, c'est que si vous mesurez quelque chose, vous risquez de l'obtenir. Ça, c'est le comportement humain. Donc, il vaut mieux évaluer ou mesurer quelque chose qui porte la valeur. Et pour moi, ça, c'est l'activité. C'est l'activité, c'est pas la connaissance. La connaissance, si elle n'est pas déployée, elle n'a pas la valeur. Donc, je travaille aussi avec des enseignants pour créer des cours qui sont focalisés sur cette notion d'activité, qu'on apprenne aux apprenants à faire quelque chose. Au lieu de dire on les apprend la connaissance. Bon, je ne parle pas de l'académie, là. Hein. Je parle de la formation professionnelle continue. Hein. Mais je travaille beaucoup avec eux parce que aussi les enseignants me disent, mais nous, on a le formulaire d'évaluation de la centre de formation et c'est est-ce que le cours était agréable, est-ce que la bouffe était agréable, est-ce que le prof était agréable, mais on ne pose pas assez la question, est-ce que cette cours est utile, qu'est-ce que vous allez changer dans votre travail? Et tout le monde connaît maintenant le modèle, je ne sais pas si vous connaissez le modèle 10, 20, 70. Hein? Donc, c'est ça aussi ce qui est derrière, c'est que pour que quelqu'un devienne compétent dans le boulot, 70% de l'effort, c'est la partie j'adapte et j'applique dans l'activité réelle. 10% c'est je sais, 20% c'est je vais faire. Donc justement, ça c'est l'autre effort qu'on a à faire. Parce que si je regarde les budgets de formation dans les départements de formation, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire, 70% de l'investissement, c'est dans la partie je sais et je sais faire. Et peut-être 10-20% dans la partie j'adapte et j'applique, qui est essentiellement une phase de coaching et d'encadrement dans la mise en place de la formation dans la vie réelle du travail. Donc pour moi, oui, l'évaluation qui est focalisée sur l'activité et pas les connaissances est déjà un très grand pas en avant pour résoudre ce problème. À vous entendre, il y aurait donc un vrai besoin d'intermédiaires ou de prestataires de services qui soient capables de gérer des projets en entier du cahier des charges jusqu'à la fin, avec cette approche autour donc, des compétences et d'un mot, alors qu'on n'aime pas trop dans l'éducation, mais de retour sur investissement en disant la formation doit servir à quelque chose. Oui. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez une excellente synthèse, une excellente synthèse là, un esprit de synthèse extraordinaire. C'est ce que j'aurais dû dire au départ, parce que c'est ça le besoin. J'étais très frustrée quand je voyais que si vous êtes directeur de formation et vous voulez faire un achat, vous êtes obligé d'aller sur une dizaine de fournisseurs. Ce qu'il faut, c'est le Learning Integrator qui vous aide dans la toute première partie où on a cet échange avec le business unit, avec les actionnaires, entre guillemets, internes, sur le vrai besoin, l'identifier, le mesurer
l'exprimer, ensuite identifier la meilleure solution. Et Dieu sait, on a une panoplie aujourd'hui de façons de faire quelque chose. Hein. Il y a de tout. Donc, ça aussi, le choix de contenu, le choix de livraison de contenu, blended, présentiel, distanciel, immersif, intelligence artificielle. Oh, les pauvres chefs de formation, ils ont besoin d'aide. Ensuite, mise en place, le programme de communication, effectivement, il y a un changement qui a lieu. Accompagner les enseignants et les apprenants, tout mesurer et revenir au début, quoi. Ouais, et certifier. J'aime aussi la notion de certification interne. Si vous êtes une très, très grande boîte, par exemple, je ne sais pas, Carrefour, Safran, le genre de clients qu'on voit sur le salon, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est non seulement créer des certifications externes sur un marché externe, si vous formez vos employés et vous les donnez une belle certification, par exemple, Cisco Top Gun, c'est une des choses que je faisais à mon époque, on les donne aussi un passeport pour parler ailleurs, que nous, on a payé. Donc, moi, je crois qu'il y a un intérêt aussi de faire des certifications internes qui permettent les employés de viser une carrière dans une grande boîte, dans plusieurs directions dans la grande boîte. Là. Sans les perdre. Parce que si on fait une certification externe, effectivement, c'est un passeport, c'est une monnaie qu'on peut dépenser ailleurs. D'accord. Alors, je crois que Learning Technology, il y a d'autres salons à l'étranger, notamment en Angleterre. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des différences quand vous parlez, puisque dans l'accueil, vous étiez, je crois, avec votre homologue anglais, est-ce qu'il y a des différences d'exposants, de thèmes de conférences, de visibilité? Oui. Donc, ça, c'est un grand salon qui était fondé au même temps que mon salon à Paris. Mais eux, ils avaient une grande boîte, donc ils sont devenus grands. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que depuis que l'entreprise, c'est moi qui ai allé chercher, je trouvais que le salon Learning Technologies London, mené par Donald Taylor, était le meilleur du monde. Et je trouvais que Donald Taylor était un très, très bon directeur de conférences. Et les conférences étaient excellentes. Donc, pour moi, c'était toujours un modèle que je visais. C'est ce que je suis très heureuse de dire, que depuis 2017, quand j'ai vendu le salon à Londres, nous avons presque rattrapé la taille de Londres. Donc, nous, on a commencé, on était peut-être un tiers du taille de Londres. Et depuis, oui, en 5 ans maintenant, on est presque là. Et avant, tous mes exposants étaient français et tous leurs exposants étaient américains ou anglais. Et il y avait peut-être 6 sur 200 qui faisaient les deux. Et ça, c'est des suspects d'habitude. Hein. C'est Cornerstone, TechSmith. C'est des gens qui proposent des plateformes à un niveau multinational et qui desservent aussi des entreprises multinationales. Donc, il y avait du bon sens. Aujourd'hui, si je compare maintenant les exposants chez nous et chez eux, je dirais que le overlap, maintenant, on est peut-être à 30% aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est parce que nous avons aussi attiré les gens de Londres et les dire, vous savez, le marché français, quelque part, c'est plus intéressant que le marché anglais. Je dirais qu'il y a un décalage entre le marché britannique et le marché français, dans le sens que, déjà, avant la pandémie, je dirais que 60-70% des entreprises britanniques faisaient du e-learning. On a posé moins de questions là-bas, ils sont allés plus franco, et nous, on était un petit peu à la traîne. Bon, maintenant qu'il y a eu la pandémie, moi, j'ai évangélisé pendant 20 ans sur le sujet. Avant la pandémie, 10-15% des entreprises utilisaient le e-learning. Après, c'est seulement 10 qui ne font pas. Et la pandémie a fait le boulot qui m'a pris 20 ans en 20 mois. Donc, nous, on rattrape maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les 3 préoccupations principales pour l'année 2022 que Donald a recensées sont les mêmes en Grande-Bretagne et autour du monde et en France. Et notamment, les 3, c'était comment je fais plus avec moins. Donc, vraiment, utilise mon budget au maximum d'effet. 2, comment je peux justifier l'investissement et mesurer le ROI. Et 3, comment je peux personnaliser pour mes apprenants. Donc, ouais. On est tous sur la même page maintenant. C'est ce qui est intéressant parce que ce n'était jamais le cas avant. Et entre-temps, Jean-François, on a acheté aussi un salon en Allemagne et à Las Vegas. D'accord. Les noms des salons en Allemagne, ce sont lesquels? Alors, le premier salon qu'on a acheté en Allemagne, c'est Online Educo Berlin.
D'accord, que Voilà, je vais visiter ouais, également. ouais. Alors, ouais, magnifique conférence internationale, les gens viennent des quatre coins du monde. Mais ça, justement, ça traite plutôt l'éducation. Oui, Et oui, les personnes qui viennent, c'est le ministère de l'Éducation qui vient pour regarder comment ils vont construire la politique d'éducation. Ensuite, on a acheté à Cologne Zukunft Personnel, qui est un grand salon de matière RH avec une bonne partie learning. Mais juste avant ça, on a acheté un des meilleurs salons du monde, ça s'appelait DevLearn à Las Vegas. Et c'était le salon des outils de création de contenu. Mais c'est énorme, c'est énorme. Et c'est pour ça, Jean-François, si vous venez sur mon conférence, vous allez voir que les quatre salles de conférence s'appellent Paris, Londres, Berlin, Las Ah, Vegas. d'accord. Puisque je me posais la question, je me disais Ouais, pourquoi pourquoi hein? Las Ouais, Vegas? J'ai cru que ouais. c'était de la porte de Versailles qui avait labellisé Ah les non, gens. pas du tout. Non, 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 c'est moi. Ah, mais il y a d'autres qui les appellent 1, 2, 3, 4. Et puis, j'ai des rivaux qui ont des salles de conférence qui s'appellent Renoir, Lautrec, Ah, Picasso. Ça, c'est d'accord, aussi une tactique. d'accord. Mais non, les nôtres reflètent nos quatre salons principaux dans le monde. Et vous prévoyez d'en racheter d'autres? Je pense que la prochaine étape, c'est ce que la direction à Londres veut faire. On va le faire à Londres et à Paris, c'est qu'on va mettre en cohabitation, donc avec Learning Technologies France et Learning Technologies London, on va faire cohabiter deux nouveaux salons qu'on lance qui sont HR Tech. Parce que vous avez sûrement constaté ceci, il y a une convergence. Oui, Il y a une convergence de gestion des talents, gestion de performance, gestion de l'apprentissage et gestion des compétences. Donc, on a pas mal d'exposants qui sont à cheval sur tout ça. Donc, au lieu de faire des achats autour du monde, ce qu'on fait, c'est qu'on a grandi les deux salons qu'on a en Angleterre et à Paris pour ajouter HR Tech. Donc, LearnTech et HR Tech en cohabitation. d'ailleurs, enfin, l'un de vos concurrents sur Paris, hein, Oui, e-Learning oui, Expo, c'est ce qu'ils font. D'accord, oui, oui, voilà. Pour la première fois dans toute mon histoire, c'est que la première fois qu'on se rapproche plus de leur modèle. d'accord. L'Inde est un marché qui vous intéresse? L'Inde. Oui, 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 j'ai travaillé en Inde et j'étais très impressionnée par les offres de création de contenu, etc., etc. Et à l'époque, j'ai regardé pour faire justement un salon en Inde qui était fait pour que des grands acheteurs de contenu en Europe, aux États-Unis, puissent rencontrer tous les grands fournisseurs comme Tata, par exemple, en Inde. Et j'ai changé le fait à Mumbai. Mais Jean-François, je voudrais dire que c'était un sac d'honneur parce que c'est très difficile, si vous n'êtes pas indien, d'avoir un site d'exposition en Inde sans payer beaucoup de pots de vin à l'époque. Hein. Et moi, je ne suis pas dans ce type d'optique. Donc, j'ai préféré attendre que la chose évolue que me trouver dans une histoire de corruption terrible. Quoi. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une tournée en Inde. J'ai fait ce qu'on appelle learning voyage. J'ai emmené les directeurs de formation en Inde pour rencontrer les gens. Et on a rencontré des gens extraordinaires, absolument extraordinaires. Notamment, je me souviens, une des premières universités globales virtuelles, c'était le truc à Singapour, là, UG21. Ils avaient un campus avec 10 000 étudiants qui faisaient des MBA. Et ils faisaient ces MBA pour le prix d'environ 1 ou 2 000 euros. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut qu'on fasse gaffe, nous. Ils arrivent, hein. Ils arrivent. Ouais, c'était impressionnant, ouais. Ouais. vous êtes une observatrice donc de toutes ces évolutions technologiques dans l'éducation ou l'éducation dans la technologie, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui, comment, et je sens quelqu'un de plein de convictions. Qu'est-ce qui vous passionne encore et qu'est-ce qui vous fascine encore dans ce monde? Ouais, chaque année, quand on lance la conférence, il y a toujours un ou deux exposants qui disent ah, il faut absolument qu'on mette ça dans l'agenda. Et moi, parfois c'est du hype, hein. Parfois c'est un buzzword, et parfois je soupçonne que c'est un mot qui, en fait, qui correspond à quelque chose qu'on faisait déjà il y a 20 ans. Alors, cette année, le cas est arrivé. Euh, euh, on m'a dit OK, il faut faire le métaverse. J'ai dit, mais c'est du cyberspace, ça, non? Et puis, effectivement, j'ai ouvert mon esprit. Et la chose qui m'a totalement fait tilt, c'est qu'on a dû, on avait Jacques Attali qui allait parler de l'entrepreneuriat positif. 2, 3 semaines avant le salon, il ne peut pas venir. Et on l'a remplacé avec un architecte, un vrai architecte, qui s'appelle Manal Rashdi, qui a présenté le métavers.
avec son architecture à lui. Et il a expliqué que le métavers, on peut faire énormément de choses si on est centre de formation ou université. Et il nous a montré pour du vrai. Mais il faut avoir une bonne architecture. Et il a dit, jusqu'à là, le métavers, c'est plutôt pour le gaming ou l'éducation infantile. Mais il nous a montré qu'en effet, le métavers peut être très utile pour la formation professionnelle continue. Ça m'a... Voilà, j'étais... Et l'autre chose que j'ai aimé, et depuis un moment, hein, c'est que depuis 2-3 ans, on parle de les neurosciences, comme l'ancrage mémorial, ok? Ou Étienne Bressou, là, qui nous a présenté Nudge. Et ça faisait des années que je prêchais, il faut se centrer sur l'apprenant et pas sur les systèmes. Trop souvent, Jean-François, j'ai vu des directeurs de formation, quand la seule chose que tu as dans la main, c'est un marteau, tout commence à ressembler à un clou. Et moi, je commençais à avoir pitié pour les clous. Donc, j'ai beaucoup agité aussi pour avoir la learner-centricité. Et cette introduction de ce métier d'analyse neuroscientifique et compréhension neuroscientifique a apporté énormément à notre métier. Donc, depuis 2019, j'ai toujours des ateliers neuroscientifiques. Et quand je fais venir les neuroscientifiques, par exemple, Emmanuel Joseph Daillé, avec son stratégie de la poulpe, Arthur de Longmar, qui est un neuroscientifique, Étienne Bressou. Pour des chefs de formation, c'est énormément d'éclairage. Et c'est pas technologie, c'est humain. Donc ça me plaît beaucoup aussi. Ouais. Et l'autre chose qui était que j'ai mis en valeur cette année, et ça revient à mon histoire de 10, 20, 70, c'est cette année, on a eu beaucoup de online coaching, tout ce qui concerne le coaching et aussi le développement de soi. Donc ça cette année, c'était plus grand que jamais. Et je pense que c'est avec raison, c'est qu'on a enfin compris que beaucoup de le ROI de la formation vient quand l'apprenant retourne au travail et essaye d'avoir les performances accrues dans le vrai travail. Donc, de voir le coaching surgir comme ça aussi, c'est super, c'est logique et c'est ce que j'attendais, quoi. D'accord. On arrive au terme de l'entretien. Le rituel dans ça va les si vite avec interviews, vous. c'est l'interviewé l'invité qui me pose la question, qui me pose une question. Donc, quelle est la question que vous auriez aimé me poser? Jean-François, ce que j'aimerais, c'est que vous et vos lecteurs et votre audience que vous m'aidez. Ma question, c'est qu'est-ce que je devrais mettre en priorité dans le programme 2023? Oh, vaste question. Mais ben, Ouais. je crois, je crois beaucoup pour rebondir sur ce que vous évoquiez au début, beaucoup de présentations de projets et surtout qui montrent la complexité d'un projet de formation avec différents acteurs. Et puis un autre élément auquel je crois beaucoup, alors pour nous, dans la vision que j'ai de l'école de management du futur, de lire l'insertion dans des écosystèmes. Et de dire, bon, bah, comment la formation, ce sont différents écosystèmes. On l'a vu, c'est des producteurs de contenu, c'est du LMS, c'est de la technologie, c'est du certificateur, c'est de l'accompagnateur, du coaching. Voilà, c'est cet aspect très complexe de gestion de projet. Et oui, et je pense que j'ai toujours intérêt à faire venir des études de cas. Je pense que dans la salle, les gens qui sont là, les responsables de formation, aiment bien entendre les témoignages d'une paire. Oui. Et pas la présentation d'un fournisseur. Parce que je pense que c'est plus crédible quand c'est Safran qui présente, ou Air France, ou L'Oréal, etc., etc. Donc, gestion du projet. Et puis, certification. Alors, Jean-François, ça, c'est intéressant parce que j'étais un peu époustouflée. J'ai mal calculé la taille de mes salles. La taille de mes salles. J'ai fait un truc sur certification et évaluation dans la salle Berlin. J'avais 150 personnes dans la salle et j'avais 150 tout autour. Donc, je pense que ça recoupe avec ce que vous me dites. OK, j'ai bien noté. Et puis, écosystème. Merci. Mais s'il y a des personnages dans votre écosystème qui veulent me faire des suggestions, trouvez-moi sur LinkedIn sous Sally Ann Moore et envoyez-moi un message. Je suis vachement à l'écoute. Hein. Je suis vachement à l'écoute. Eh ben, c'était une superbe conclusion. Merci beaucoup. Et puis, j'allais dire, regardez autant la pêche et toujours autant de conviction parce que,
en toute objectivité, je visite différents salons et le vôtre depuis quelques années. Et c'est vrai que je constate une montée en gamme. Hein, quand on voit les stands des entreprises à l'heure actuelle, bon, bah, il y a quelques années, c'était, et c'est en aucun cas péjoratif dans mes propos, de joyeux entrepreneurs, hein, quasiment faits à la main et autres. Et on s'aperçoit maintenant qu'on a des salons avec une vision marketing et des investissements qui sont conséquents. Donc preuve que c'est vraiment un domaine dans lequel il y a un réel intérêt. Merci Et à vous. dans vos visites, vous avez aussi vu la différence dans la construction des conférences, parce que moi, j'étais directeur de formation. Donc, tout ce que je fais, c'est avec l'optique de mon audience. Tout à Moi, fait. je trouve souvent les autres conférences, c'est juste un micmac ou c'est le nom des exposants, et la conférence n'a pas autant de cohérence. Tout à fait. Alors, Ouais. justement, d'ailleurs, puisque vous avez parlé de Learning Expedition tout à l'heure, Mm. un élément, et c'est vrai que j'y ai pensé la semaine dernière quand j'y étais, vous pourriez, dans ce cas-là, organiser des mini Learning Expedition à l'intérieur de votre salon Ah, pour des clients, et en disant, un client qui, lui, est intéressé par du contenu, du coaching et autres, bon, ben, vous lui faites un parcours spécialisé. J'ai vu ça, je crois que c'était à Vivatech et à Educause aux États-Unis, où vous avez comment, le petit drapeau visite, etc., et on s'arrête uniquement sur les stands pour lesquels il y a un intérêt ou toute une logique pédagogique. oui, c'est une idée brillante. Merci Je beaucoup. vais tout de suite en parler au marketing, comment on peut mettre ça en œuvre. OK, Voilà, merci. mais je vois ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui va assumer les visites. Hein. Vous Ah, allez me voir en train de faire le tour guide. Hein. Ça, c'est ça. il faudra juste que les gens arrivent à vous suivre. Merci à vous en tout cas et à bientôt. Merci Jean-François.